Aujourd'hui, on va voir comment protéger notre matériel lors de nos locations. Je vais te donner ensuite mes conseils pour éviter les bris et les vols. Salut, c'est Marc-Alex. J'aide les gens à vivre de la musique en développant leur côté entrepreneur. Peut-être que tu t'es déjà intéressé à la location, tu as regardé les grandes entreprises un peu faire, mais tu t'es dit que c'était pas vraiment pour toi parce que tu as peur que ton matériel revienne en mauvais état, tu as peur des vols, tu as peur des bris. Et tu restes dans l'inaction face à ça parce que tu te dis les locations, c'est pas fait pour moi. Rassure-toi, on va se voir justement dans cette vidéo qu'est-ce qui nous pousse à penser comme ça, puis c'est quoi les actions qu'on peut mettre en place pour éviter de rester dans cette inaction-là et enfin rentabiliser notre matériel. Donc, si on fait le point sur les choses qui nous arrêtent dans l'action, c'est le bris de matériel, puis c'est le vol de notre matériel. La solution qu'on peut avoir à ça, c'est de ne pas louer. Ça a comme conséquence de ne pas rentabiliser notre matériel qui pourrait nous rapporter même si on n'est pas physiquement là. Peut-être que tu fais déjà de la location puis tu as de la difficulté à louer ton matériel qui revienne toujours en bon état. Le vrai problème derrière ça, ce n'est pas la location en tant que telle, c'est la manière de s'y prendre pour faire notre location. Je m'explique. Il suffit simplement d'être très clair sur ce qu'on attend de notre client et les conséquences qui sont liées au fait qu'il y a une mauvaise utilisation de notre matériel. Je me suis lancé dans la location, moi aussi, il y a environ 1 an. J'ai vu l'évolution de la location et je peux t'assurer que c'est possible d'avoir des locataires de notre matériel qui ont du bon sens. Et à savoir aussi que notre famille et nos amis ne sont pas les meilleurs locataires de matériel. C'est probablement les pires que... En évitant de se lancer dans la location de notre matériel, on manque une opportunité. Puis la location de matériel, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent se lancer là-dedans. Puis il y a une demande pour ça. Ce qui fait que si nous, on réussit à bien maîtriser cette location de matériel-là, on risque d'aller plus loin que ceux qui n'osent pas non plus, comme peut-être nous en ce moment, qui n'osent pas de se lancer là-dedans. La location de matériel, c'est bien beau, mais il suffit de se faire en sorte de se différencier. J'en ai fait une formation d'ailleurs qui est dans la description. Maintenant, on passe à mes solutions pour éviter que notre matériel revienne en mauvais état. Première solution, c'est d'avoir un contrat en béton. Bien entendu, un contrat en béton, c'est ce qui va lier les deux parties ensemble, puis c'est ce qui va dissuader notre client de faire une mauvaise utilisation de notre matériel parce qu'il va être lié à nous, puis il va être lié à la remise du matériel dans un bon état. Ce qui arrive avec les contrats, c'est que c'est dur d'approche pour quand on ne connaît pas ça. Ce que j'ai fait dans la formation, j'ai mis un modèle de contrat qui a été révisé par 2 personnes en finale en droit. Puis ils m'ont vraiment dit, OK, il manque ça, il faut ça, faut que ça te protège plus, faut que ça, faut que ça te protège moins. Fait que le modèle de contrat que je mets dans ma formation, il est plus étudié que les modèles qu'on trouve sur Internet. Parce que les modèles qu'on trouve sur Internet, c'est justement la base que j'ai pris. Et après révision avec les personnes en droit, il manquait beaucoup de petits détails qui font en sorte qu'on se protège réellement, puis qu'on protège réellement aussi notre client des mauvaises utilisations que nous, on pourrait en faire. Deuxième chose, c'est de demander un dépôt plus grand. Si on fait une location de matériel, c'est normalement dans l'ordre du 10% de la valeur de notre matériel qu'on envoie en location. Si on est en dessous de ce 10%-là, c'est plus difficile de le rentabiliser. Mais le 10%, c'est pour du matériel qui va durer longtemps, par exemple des enceintes sonores. Si, par exemple, on prend du matériel qui est utilisable rapidement, comme des ustensiles, des verres ou des nappes, là, on augmente beaucoup le pourcentage de portions à valeur à neuf parce que des nappes, c'est plus facile d'être brisé, puis c'est moins durable dans le temps. Dans le cas des nappes, c'est presque le coût plein prix qu'on va louer. Si vous louez des nappes au travers des choses, là, je me doute bien que c'est pas votre cas, mais c'est pas grave, je donne l'information quand même. Mais si par exemple, tu mets 80% du coût à neuf de la nappe, tu as juste besoin d'avoir une nappe qui revient en bon état sur 10, 2 nappes sur 10,
ou une nappe sur 2 pour être rentable dans ton cheminement. 2 nappes sur 10 pour rentrer, mais ces 2 nappes-là, tu peux les relouer derrière, ce qui fait un roulement de matériel comme ça. 10% d'allocation pour les enceintes, tout ça, ça veut dire que tes enceintes, il faut qu'ils soient capables de durer 10 contrats de location. Je vais être franc avec toi, 10 contrats de location pour une enceinte, si elle n'est pas capable de faire ça, 10 locations pour rentrer dans son propre prix, je crois que le problème, c'est pas ton client, mais c'est ton enceinte qui n'est pas assez solide. C'est sûr que le matériel qu'on envoie en location, c'est pas du matériel fragile. Si tu prends un matériel fragile de haute valeur, garde-le pour toi, envoie-le pas en location. Ce qu'on envoie en location, c'est du matériel à toute épreuve. C'est des tanks, c'est des bunkers. Tu envoies une colonne de son qui tombe du 2e étage, tu la prends, tu la mets sur le pied, tu repèses sur on, ça fonctionne. C'est ce matériel-là qu'on vise en location. On n'envoie pas... Moi, j'envoie un iPad, par exemple, un iPad 9 même, mais il est encabané dans une OtterBox qui appelle les cases pour iPad. Ben ça, si je roule dessus en voiture, il est encore bon. S'il plongeait dans la piscine, il est encore bon. Tu sais, il y a quand même un lien comme ça à faire pour protéger notre matériel. Puis s'il n'est pas capable de faire 10 locations, il est peut-être un petit peu trop fragile pour cette application-là. Ça ne veut pas dire que tout ton matériel va être trop fragile, mais ça veut dire que les bouts de matériel-là vont être trop fragiles. Il faut voir aussi notre matériel comme une denrée qui roule. Ça n'est pas juste quelque chose que tu vas avoir toute ta vie, c'est pas possible. Surtout si on l'envoie en location, il va s'user un petit peu plus rapidement que si c'est nous. C'est normal, même s'il y a une bonne volonté du client, c'est normal qu'il s'use un petit peu plus vite parce qu'on n'a pas les mêmes façons de travailler. Mais il faut dire qu'après la 10e location, tu as payé ton matériel. Et toutes les locations supplémentaires, c'est du bonus, c'est du profit par rapport à ton matériel. Là, je dis bien que tu as acheté le matériel que pour ça. Si c'est du matériel que tu utilises aussi, ça paye ton matériel, toi tu l'utilises pour le rentabiliser aussi. Puis une fois qu'il est passé, il est payé au complet par la location, tu rentabilises avec la location puis avec toi-même aussi. Et tu peux avoir plusieurs kits de son. Par exemple, si tu fais des gros événements, tu as comme 2 kits de son, de 4 enceintes, 4 subs avec tout le filage, tous les micros, en tout cas, toute la patente. Mais là, tu peux envoyer quand tu as des plus petits DJ à toi, en même temps la location. Fait que là, tu travailles en double là-dedans. La location, c'est une bonne chose si c'est bien fait. J'ai passé, comme d'habitude, vite sur les points parce que le 3e point, c'était de voir comme consommable. Ça veut dire de ne pas voir ça comme quelque chose de fixe qui ne brisera jamais, mais plus voir ça comme un consommage. Par exemple, un fil, on est plus dans l'ordre du 50% quand on fixe nos prix. Moi, je conseille pas d'ailleurs de mettre les prix par élément, mais de faire un package. Si tu suis mes autres vidéos ou ma formation, tu vas t'en rendre compte assez vite. Mais reste que pour déterminer ton prix de base, tu peux regarder le fil. On va plus aller dans le 50% que dans le 10% parce qu'un fil, c'est plus facile de le briser d'une façon ou d'une autre. Mais de le voir comme un consommable d'un fil que tu l'achètes, tu le rentabilises, tu l'en prends un autre, tu l'achètes, tu le rentabilises, puis il peut même faire du profit derrière. Il ne durera pas toute une vie. Il n'y a pas besoin de durer toute une vie. Il a besoin d'être rentable, ce fil-là, c'est tout. Donc, c'est ça, de ne pas le voir comme un bien fixe, mais un consommable plus, ça va nous aider à se détacher de nos produits. On va demander aussi un dépôt de garantie selon la valeur de ton matériel. Le dépôt de garantie, on va l'écrire dans le contrat aussi, n'est pas là pour les bris majeurs. Les bris majeurs, on peut refacturer derrière encore. Si tu as acheté un iPad à 700$, tu l'envoies puis il revient complètement bousillé, tu as beau faire le plus beau des dépôts garantis, si c'est un accident, c'est à lui de payer cet accident-là. Ça, c'est écrit dans le contrat aussi. Mais le dépôt de garantie va plus être là pour l'état du matériel qui est dégradé prématurément. Il peut avoir une dégradation qu'on accepte, mais une dégradation trop grande ou prématurée, ça rentre dans le dépôt de garantie. On peut faire aussi parler dans le contrat de location sur l'état dont c'est remis. Les fils sont tous en moton, il faut que tu démêles ça pendant 1 heure. C'est pas le même prix que si c'est revenu tout bien fait au maximum de la capacité du client parce que rouler des fils, il paraît que c'est un art. Mais reste que si c'est mis proprement, ben ça peut être moins cher pour ce client-là. Mais ça, on pourrait juste mettre après le prix
Par exemple, la location est à 150 $, ben si tu le remets en bon état, tu le mets à 130, tu y remets 20 $. Le client risque d'être super content puis de dire ben non, garde la molette de toute façon. Je vais passer les deux autres points encore rapidement. Les deux autres points, c'est faire une rencontre avec les personnes qui partent avec notre matériel, une rencontre physique. S'il n'y a pas de rencontre physique, c'est plus gênant, c'est moins gênant pour les personnes de bériser le matériel parce qu'ils n'ont pas d'attachement, puis ils n'ont pas d'attachement avec nous. Puis une autre chose, le point suivant, c'est de ne pas parler à plusieurs personnes puis de mettre la responsabilité sur plusieurs personnes, mais de mettre la responsabilité sur une seule personne. Ça c'est juste de la psychologie humaine. Si la responsabilité est divisée par un groupe, personne ne prend réellement la responsabilité de la bonne tenue du matériel, mais si la responsabilité elle était sur une seule personne que tu as rencontrée personnellement, que tu as parlé, serré la main, ben la responsabilité est beaucoup plus grande sur cette personne-là. Une autre chose, je passe au prochain point, c'est de faire la constatation du matériel ensemble. C'est-à-dire que tu fais le tour, tu dis OK, bon ben ça c'était correct, il n'y a pas de béris, tout fonctionne, tout est bien, tu peux prendre des photos de ton matériel avant le départ. Des photos, pas besoin d'être compliqué sur ton téléphone, clic, 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 prends des photos. Après ça peut être dans le contrat. Le matériel a été remis en bon fonctionnement, la signature à toi, la signature de ton client. Là, c'est impossible de ne pas revenir après ça, de dire « Ah non, c'était pas moi. » Non, tu as signé, j'ai des photos qui sont datées de notre chose avec moi puis toi qui se tient à la main quasiment. Là, on ne peut pas faire autrement que de bien se protéger dans ce côté-là. Si jamais il n'y a pas de constatation qui est faite verbale ou écrite ou quoi que ce soit, les tribunaux, ils prennent pour acquis que toi, tu l'as envoyé en bon état. C'est au risque de notre client. Lui, il est moins protégé que nous à ce niveau-là. Mais c'est nous qui est considéré comme bien d'avoir du matériel qui était remis dans un bon état, puis que lui, ben, c'était lui qui était responsable dans ce cas-là. Même si c'est pas le cas, faut pas en abuser, mais c'est quand même, côté règlement, c'est ça. Donc ça, c'était mes conseils pour avoir du matériel qui revient en bon état et sans vol. C'est d'avoir un contrat de location en béton, un dépôt selon les risques d'utilisation de béris de notre matériel. Des fils, c'est plus grand que des enceintes ou des choses solides. Si tu loues un bloc de béton, on s'entend que ça a moins de risques de briser que la nappe de ta grand-maman. Voir comme consommables et non pas comme quelque chose de fixe qui ne brisera jamais. De faire un dépôt de garantie, une rencontre en personne, avoir une personne responsable, faire une constatation du matériel avec la personne et prendre des photos de l'état du matériel avant le départ. Fait que si ça t'intéresse de faire de la location comme ça, j'en ai fait une formation qui est présentement gratuite, qui est dans la description. Elle est gratuite durant le confinement. J'envoie des emails à une liste email privée où je peux aider le plus possible à penser de façon entrepreneuriale, des choses que je peux pas naturellement parler sur YouTube parce que c'est pas recherché, puis blablabla, c'est ça. Puis je te dis merci pour ton attention, puis bonne fin de journée!